Il y a des croyances qui sont nées de la disparition. Il y a beaucoup de divisions là. Le jour s'est déjà levé depuis environ 2 heures le 2 avril 2014 lorsque Feliciano commence à trouver l'attente anormale. Les 2 filles, qui avaient réservé une excursion avec lui la veille, ne se présentent pas au point de rendez-vous. Au bout d'un certain temps, il prend donc la décision de se rendre chez Myriam, la mère de famille dans laquelle elles ont été accueillies 4 jours auparavant. Accompagnée de la manager de l'école Spanish by the Sea, un établissement sur lequel on reviendra plus tard, il toque donc à la porte, derrière laquelle il a espoir de trouver les 2 filles qui auraient simplement manqué de se réveiller. Mais la réalité est tout autre puisque personne ne vient leur ouvrir. 1 heure va passer avant que la mère de famille ne rentre, mais après s'être rendus dans la chambre des filles, ils sont tous forcés de constater la même chose. Elles ne sont pas là où on les attendait, elles ne sont pas rentrées de la randonnée qu'elles ont entamée la veille, soit le 1er avril. Malgré tout, ce n'est qu'à 21h30, après une première tentative infructueuse à 19h30, que les filles sont officiellement déclarées disparues. Et pour ne rien arranger au climat de cette journée, aux alentours de 11h, un tremblement de terre de magnitude 6 vient frapper la province de Chiriquí, dans lequel se situe le village où les filles logeaient. Les 2 filles que l'on recherche se prénomment Lisanne Froon, née le 24 septembre 1991, et Chris Kremers, née le 9 août 1992. La veille, lorsqu'elles s'élancent sur le sentier qu'elles ont décidé d'emprunter, elles sont respectivement âgées de 22 et 21 ans. Ce jour-là, elles réservent également une excursion avec Feliciano, un guide régional, pour le lendemain. Elles terminent de préparer leurs affaires, mais ne jugent pas forcément nécessaire de charger leur téléphone dont la batterie est à moitié pleine. Puis partent en direction d'El Pianista, un sentier de randonnée duquel elles devraient rentrer après environ 4 heures de marche. À première vue, un jour comme les autres. Un 1er avril où il fait beau, au Panama. Il est passé minuit le jeudi 3 avril lorsque le téléphone sonne chez Dini et Peter Froon. Leur premier réflexe est de relativiser et de se rassurer. Si leur fille et Chris ne sont pas rentrés, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. En revanche, du côté des parents de Chris, sa maman se brise à l'annonce de la nouvelle. Comme un 6e sens, elle le sent, elle le sait, quelque chose ne va pas. Vous l'aurez compris, on est parti pour relater l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le cas des 2 Hollandaises. Nous sommes à Amersfoort, aux Pays-Bas, et plus précisément dans un petit café qui répond au nom de In den Kleinen Hap. 2 étudiantes qui ne se connaissent pas vraiment encore, y sont engagées dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler un job étudiant. Les années passent, Chris et Lisanne sont entre-temps devenues de très bonnes amies et prévoient d'emménager ensemble après la pause qu'elles comptent faire dans leurs études. D'ailleurs, en parlant d'études, les 2 filles ont prévu de s'offrir un voyage. Un voyage comme on en a tous rêvé après des années de travail pour l'obtention d'un papier. Enfin, comme on en a tous rêvé, ou presque. Parce que les filles, elles cherchent à donner un sens à ce voyage. Elles veulent pas simplement découvrir un pays, mais aussi les personnes qui y vivent et leurs mœurs et coutumes. Une part d'humanité qui n'est pas étonnante quand on commence à lire les témoignages des personnes ayant croisé la route de Lisanne et Chris. Cette dernière vient d'obtenir un diplôme en éducation sociale et culturelle et a pour ambition professionnelle de se spécialiser en éducation d'art à l'université d'Utrecht. L'art est une passion que les filles semblent partager puisque Lisanne, elle, est diplômée de l'université de Denver dans le domaine des arts appliqués. En dehors des arts, Lisanne a pour passe-temps le volleyball, sport à cause duquel elle a souffert d'une hernie et d'une blessure à la jambe. Décrite comme plutôt timide, c'est tout de même elle qui réalise le 17 septembre 2013 les démarches pour contacter une première fois l'agence Het Andere Reisen. Leur choix de destination s'est porté sur le Panama, un pays entouré par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, où les paysages mélangent ceux de la montagne et de la mer. Et ça tombe bien, puisque cette agence y propose justement des voyages incluant des cours de langue ainsi que du bénévolat. À la fin du mois d'octobre, après plusieurs échanges, elles reçoivent leur programme. Je vous en affiche un aperçu plus détaillé, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez le lire. Ce qui est important à savoir, c'est que les filles doivent arriver à San José le 15 mars.
Le lendemain, elles se rendront à Bocas del Toro, là où elles suivront 2 semaines de cours d'espagnol dans l'école Spanish by the Sea. Puis le 28 mars, elles se rendront à Boquete pour y réaliser du bénévolat avec les enfants du 31 mars au 25 avril. En parlant de l'école, cette dernière ne dispose pas de la meilleure des réputations, en tout cas auprès des locaux. En effet, elle est plutôt connue pour ne pas vraiment se soucier de ses étudiants. Romain, un jeune homme qui a rédigé de nombreux articles autour de cette affaire et bien plus encore, a échangé avec un employé de l'école à ce sujet. Et ce dernier partage pas forcément cet avis. Il dit même que les services qui y sont fournis sont plutôt qualitatifs. Du côté des familles d'accueil, il a eu l'occasion de discuter avec certaines d'entre elles qui lui ont fait part du choix de ne pas travailler avec eux, les qualifiant de pas suffisamment soucieux ou même pas fiables en ce qui concerne l'encadrement des étudiants et leur placement dans des familles d'accueil de confiance. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais peut-être vous parler un petit peu plus de Romain. Enfin, non, vous savez quoi, je vais le laisser se présenter, ce sera plus simple. Donc je suis Romain Casalt. Je suis vidéaste et journaliste enquêteur indépendant. Depuis plusieurs années, je travaille sur l'affaire Chris Kremers et Lisanne Froon. J'ai eu l'occasion de me rendre 5 fois sur place pour enquêter sur le terrain et y faire des expéditions. Et j'ai également accès à l'ensemble des documents de police. Et donc avec tout ça, nous on en était restés au 15 mars 2014. Le grand jour est arrivé, Lisanne serre une dernière fois, sans le savoir, son père dans les bras à l'aéroport d'Amsterdam. Et bien que j'ai fait le choix de pas trop m'attarder sur les péripéties de leur voyage jusqu'à Bocas del Toro, j'aimerais revenir sur certains aspects de leur séjour sur place qui me paraissent pertinents. Après de longues heures de voyage et des nuits qui n'ont sûrement pas été des plus réparatrices, Chris et Lisanne commencent leur cours d'espagnol comme prévu le 17 mars. Les jours passent et les filles ont eu le temps de réaliser quelques excursions ainsi que de faire la connaissance de certaines personnes. Parmi eux se trouvent Bas et Edwin, 2 Néerlandais qui suivent les mêmes cours d'espagnol qu'elles. Très vite, ils sympathisent et deviennent de bons amis. Plus tard, ils témoigneront du fait que les filles étaient de jeunes femmes responsables et prudentes, soulignant parfois une différence de caractère entre Lisanne, d'un tempérament plutôt calme, et Chris, plutôt extraverti et pleine d'énergie. Le duo se démarque également par ses différences physiques. Chris est une jeune rousse d'1m68 et Lisanne, elle, est une jeune brune d'1m84. Notre groupe d'amis se dit au revoir le 28 mars autour d'un souper et de quelques verres. Les cours d'espagnol sont terminés et le lendemain, les filles doivent partir pour la seconde partie de leur périple à Boquete, une petite ville tranquille à proximité de David dans la province de Chiriquí où le tourisme est plutôt répandu. Elles arrivent donc le 29 mars après un trajet en bus dans leur famille d'accueil. Cette dernière est composée de Myriam, la maman, ainsi que ses 3 filles et ses 2 petits-enfants. Malgré des personnes accueillantes et gentilles, les filles ont le moral qui vacille. Pour Lisanne, la journée se finit en pleurs, se pensant trop naïve d'avoir cru en elle, d'avoir cru qu'elle était capable de gérer cette nouvelle situation. Elle ressent également le fait que ses parents lui manquent, mais ne voulant pas les inquiéter, elle fait le choix de ne pas leur écrire. Du côté de Chris, son regard optimiste sur la vie vient contrebalancer le sentiment de ne pas vraiment être à sa place. Elle décrit avoir de la peine à s'adapter aux habitudes qu'elle ne connaît pas encore, et évoque la barrière de la langue qui l'empêche de communiquer comme elle le souhaiterait. À leur réveil, les choses vont un peu mieux. Elles prennent le temps de déjeuner et discutent de ce qu'elles vont bien pouvoir faire aujourd'hui. Elles décident donc de partir visiter la ville dans laquelle elles doivent commencer demain, soit le 31 mars, le bénévolat pour lequel elles se sont rendues ici. Une ville que Chris décrira comme jolie et dont Lisanne trouvera magnifique les montagnes qui la surplombent. Dans la journée, les filles ont d'ailleurs réservé la visite d'un volcan pour le samedi 5 avril. Le 31 mars arrive enfin, les filles s'habillent et se préparent pour partir découvrir les lieux où elles doivent travailler jusqu'au 25 avril. Mais en arrivant sur place, la désillusion est grande. Elles sont accueillies par une femme impolie qui leur dit de façon sèche qu'elles ne sont pas les bienvenues avant la semaine prochaine. Elles tenteront évidemment de trouver des explications auprès de l'école qui était en charge de l'organisation, mais repartiront sans aucune justification. Un changement donné en quelques phrases, lourd de conséquences, dont le motif reste encore à ce jour, sauf erreur, inconnu. Ce soir-là, Chris écrit dans son journal « Demain sera un autre jour, à demain ». Ce soir-là, Chris écrit les dernières lignes de son journal. La suite, vous la connaissez, Lisanne et Chris n'ayant rien de prévu le 1er avril, elles prennent la décision d'aller randonner sur le sentier del Pianista. On en revient donc au 3 avril 2014, peu après minuit, lorsque les parents de Chris et Lisanne sont mis au courant. Ce jour-là, les filles seront recherchées par un hélicoptère aux alentours de 8 heures, et 1 heure avant, c'est le ministère des Affaires étrangères hollandais qui prend connaissance de ce que l'on appelle aujourd'hui le cas des 2 Hollandaises.
Feliciano, qui fut le premier à s'inquiéter pour les filles, part sur le sentier dans le but de trouver quelque chose qui pourrait indiquer où est-ce qu'elles sont passées. Mais le verdict est sans appel, il n'y a pas l'ombre d'un passage. Le 4 avril, les premières recherches au sol sont organisées. Les jours qui suivent sont marqués par des annonces à la radio et des recherches qui se finissent parfois au-delà de la tombée de la nuit grâce à des équipes spécialisées. Le 6 avril, les parents de Lisanne et Chris se posent sur le sol panaméen dans l'espoir de retrouver leur fille. Mais quittons 30 secondes les personnages centraux de cette histoire pour se concentrer sur un couple de francophones qui s'élance sur le sentier de Quetzal, une randonnée située à une quinzaine de kilomètres d'El Pianista en vol d'oiseau. Lors de leur balade, ils vont croiser un homme qui leur dira avoir entendu la veille le cri de 2 jeunes femmes suivi d'un bruit de chute. Il dira ensuite avoir croisé 3 hommes sur le sentier. Un témoignage qui n'a pas donné de suite et qui se noie dans tout ce qu'Internet a pu recenser au sujet de cette affaire. Mais revenons-en à nos recherches. Pour apporter leur aide, une équipe canine arrive des Pays-Bas le 9 avril et les recherches se poursuivent jusqu'au 14 avril 2014, date à laquelle elles sont définitivement stoppées. Pour défendre les autorités locales, ils savaient pas où elles étaient. Donc ils cherchaient de partout autour de Boquete. Et il y a eu très peu de recherches qui ont été faites au-delà d'El Pianista. Il y a eu du passage, bien sûr, mais ils n'ont pas cherché en dehors du sentier. Et donc là, à ce moment-là, c'était impossible qu'ils les retrouvent. Parce si elles étaient quelque part, c'était de l'autre côté d'El Pianista, en dehors du sentier. Passer sur le sentier n'est pas suffisant pour les trouver. Comment ça a été fait, c'était impossible de les retrouver. Enfin, déjà, il fallait beaucoup plus de moyens dans cette zone, donc plusieurs équipes, pour fouiller les rivières et voir si elles étaient là. Mais ça n'a pas été fait, donc... Pour autant, l'affaire connaît un nouveau rebondissement dans la matinée du 11 juin 2014 lorsqu'une indigène fait la découverte d'un sac. Ce sac, retrouvé coincé sous un rocher, n'est autre que celui de Lisanne et Chris. Connaissant la tragique disparition qui pèse sur la région de Boquete depuis quelques mois, elle décide alors de rentrer et le montrer à son mari. Les forces de l'ordre sont appelées et constatent que dans le sac se trouvent 2 soutiens-gorge, 2 paires de lunettes qui ne sont pas endommagées, 1 ou 2 bouteilles d'eau, un porte-clés auquel une clé est raccrochée, la carte d'assurance de Lisanne, ainsi qu'un total de 83,30 $. Et au stade où on en est, vous allez me dire, c'est bien Iso, mais ton histoire là, mis à part le fait que l'argent n'ait pas été volé, ça nous avance pas à grand chose. Et vous auriez pas tort. Mais le fait est que c'est pas les seules choses qu'on retrouve. On retrouve également les 2 téléphones des filles, et enfin l'élément central qui a fait pleuvoir les théories des internautes, l'appareil photo de Lisanne. Le modèle SX270 HS de chez Canon, avec sa batterie ainsi qu'une carte mémoire SanDisk de 16 Go. Mais avant de nous intéresser aux appareils, intéressons-nous à celui qui les contenait, c'est-à-dire le sac. Les scientifiques hollandais qui se sont penchés sur ce versant de l'affaire ont indiqué que le sac présentait des signes d'usure. Certains semblent normaux, comme les décolorations de certains tissus, des rayures profondes au niveau des fermetures, ou même la couture d'une des sangles qui s'est en partie décrochée. Ce qui attire un peu plus l'attention, ce sont 2 endroits où le tissu est déchiré, voire semble découpé. Mais les bouts effilochés rendent difficile la détermination de l'objet en cause. En effet, à l'avant du sac, une petite partie rectangulaire de 3 cm sur 1,5 cm est absente. Puis presque juste à côté, on observe une petite entaille de 1 cm. Seul ce second dommage présente un bord droit qui ferait donc penser à un objet tranchant. Cependant, la cause de ces dommages reste indéterminée. Dans un premier temps, ça m'a fait penser à un fil barbelé. Parce que, il y a quelques années, je me suis raccrochée avec ma veste neuve, soit dit en passant, dans un barbelé justement, et ça m'avait fait une entaille un peu comme ça, un peu carrée. De toute façon, je vous mets l'image au montage. Mais j'en suis venue à la conclusion que la taille correspondait pas. Donc je pense que finalement, c'est très peu probable. Mais je voulais quand même le partager parce que peut-être qu'il y a des personnes qui y ont pensé, et du coup, voici ma conclusion. Qui vaut pas grand-chose, on s'entend bien, mais voilà. L'analyse ADN du sac et des affaires qu'il contenait ne donnera dans un premier temps rien du tout. Pour autant, les appareils électroniques font ressortir des données intéressantes, pouvant aussi bien expliquer que chambouler du tout au tout la compréhension du contexte dans lequel se trouvaient les filles.
En premier lieu, les téléphones révèlent une tentative infructueuse de joindre les services de secours à 2 reprises. Une première fois le 1er avril à 16h39, puis une seconde fois à 16h51. Ces premières tentatives font suite à une utilisation de Google Maps à 13h14, heure à laquelle les filles avaient atteint le sommet de la randonnée, le Mirador, quelques minutes plus tôt. Mais allons pas trop vite, parce qu'il serait peut-être plus simple de remonter un petit peu dans le temps pour revenir à nouveau au début de cette matinée, mais cette fois-ci du point de vue des filles. À 9h09 ce matin-là, la dernière activité WhatsApp de Lisanne est enregistrée. Du côté de Chris, la dernière activité remonte à la veille. Grâce à la connexion de Lisanne, on sait que les filles étaient dans les locaux de l'école à ce moment-là, puisqu'elles n'avaient pas d'accès au Wi-Fi chez leur famille d'accueil. La dernière connexion au réseau est d'ailleurs enregistrée à 10h10. À leur arrivée sur El Pianista, leurs téléphones sont à moitié chargés comme on l'a déjà vu. 2 heures plus tard, à 12h42, 2 photos sont prises. La photo 493 et la 494. Mais depuis avant, je vous parle d'El Pianista, de la jungle, du Mirador, etc., etc. Mais concrètement, ce sentier de randonnée, il ressemble à quoi ? Dans un premier temps, il est nécessaire de traverser les habitations des indigènes, et dans les 10 premières minutes, on tombe sur le lieu de la photo 476. Ensuite, le chemin se rétrécit de plus en plus, devenant parfois rocailleux. Puis les décors finissent par devenir ceux qu'on attend lorsqu'on atteint l'entrée de la jungle. Là où, contre toute attente, le chemin se dégage de plus en plus. Il n'y a rien de spécial encore sur cette partie-là. Il y a certaines étapes qui sont un peu dégagées et on commence à grimper progressivement jusqu'à trouver une bifurcation. Cette bifurcation, en fait, elle s'appelle la jonction Orqueta. La première fois, alors, j'avais pas de direction avant. Déjà, il faut savoir que le sentier, il est pas balisé. Donc, il n'y a pas vraiment... il n'y a rien qui aide à s'orienter. Et donc voilà, je m'étais trompé. J'avais pris la voie de gauche. Et je m'étais avancé sur cette voie qui vous amène dans la jungle, sur un terrain qui n'est pas défraîchi. Enfin, il y a quand même un chemin qui est visible, mais plus on s'avance dessus, plus il y a de végétation. Et donc c'est un très long chemin. Et c'est pas pratiqué par les touristes. Je sais pas, il doit y avoir des locaux qui la pratiquent, mais ça doit être très rare. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la bifurcation, si vous prenez la bifurcation de droite, à un moment, vous pouvez voir sur un rocher une inscription qui indique qu'il faut monter pour El Pianista. Vous traversez la rivière et là, on commence vraiment à être dans de la jungle. Et donc, vous commencez la montée avec des plantes typiquement que l'on retrouve typiquement dans ces zones-là. Et à un certain moment, vous avez une petite bifurcation. Enfin, j'appellerais pas ça une bifurcation, c'est simplement une zone où vous avez des petites fermes. C'est un peu comme des escaliers, vous montez, vous accédez à des plantations. Une bifurcation à laquelle les filles ont choisi le bon chemin, puisqu'après un sentier au bord abrupt marqué d'une végétation dense, elles atteignent cette fameuse deuxième bifurcation. Alors, la première fois que j'y suis allé, comme il pleuvait, il y avait beaucoup de brume, on voyait pas très loin. Donc, je marchais et je me suis retourné à un moment et j'avais pas remarqué qu'il y avait un indigène derrière moi qui marchait avec moi dans la même direction. Donc, c'était une réflexion que je m'étais faite à l'époque. Je m'étais dit que, sur ce sentier, on remarque pas vraiment les gens arriver. Surtout lorsqu'on monte plus haut, plus près du sommet, là on a une vision qui porte pas à plus de 5 mètres. Donc c'est très facile de ne pas voir les gens arriver, d'être suivi s'il y a quelqu'un qui suit bien sûr. Alors bon, là il faut le souligner, c'est pas les mêmes conditions qu'avaient eu les filles. Et justement, comme il le dit, lorsque Romain s'y rend une première fois, nous sommes en basse saison avec des conditions météorologiques qui donnent pas forcément envie d'aller marcher dans la jungle des heures durant. Pourtant, il croise plusieurs personnes, donc on peut facilement imaginer qu'en vue des conditions météorologiques du 1er avril 2014, les filles ne soient pas les seules à avoir entamé la montée d'El Pianista. Ce qui veut indirectement dire qu'on croise toujours des gens tout au long de la randonnée. Dans les autres expériences que j'ai eues du sentier, parce que sur ce sentier j'ai été, je sais pas, une quinzaine de fois au moins, au minimum, mais ça arrive que voilà, on voit pas les gens arriver. Enfin, généralement c'est un sentier étroit
C'est comme ça que je peux décrire le sentier. C'est assez isolé et assez discret. Donc les filles, elles, vu qu'elles ont atteint le sentier en moins de 2 heures, c'est qu'elles ont fait le sentier d'un coup sans se tromper. Alors ça veut dire qu'elles connaissaient, elles avaient quand même des informations, elles ont peut-être, bien sûr, peut-être eu l'occasion de demander au cours du sentier à une personne la direction. Mais on sait aussi qu'elles ont fait des recherches sur internet, à différents endroits. Il y a des historiques dans l'école de langue à Boquete. Donc Chris et Lisanne étaient assez informés sur la direction à prendre. Certaines théories prétendent que les filles n'auraient pas compris qu'il s'agissait du Mirador. Mais ces spéculations restent difficiles à croire. Il y a beaucoup d'informations, il y a pas mal de photos sur internet. Enfin, les filles ont peut-être eu accès à ça à l'époque, ce qui est fortement possible en sachant qu'elles ont fait beaucoup de recherches là-dessus. Mais en partant du principe qu'on est dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais vu ce sommet, je pense qu'on peut avoir un petit doute, même si une fois qu'on est là-dessus, on se rend bien compte que c'est le sommet, parce que quand on arrive, on est sur un espace dégagé avec une vue. Donc globalement, on a une vue en fait sur la chaîne de montagnes qui sépare au sud Boquete et au nord la jungle. Donc déjà, ça c'est un élément. Par contre, ce qui manque, c'est un panneau. Alors à l'époque, il n'y avait aucun panneau. Après la disparition, après l'affaire de Chris et Lisanne, ils ont installé un panneau qui indiquait qu'il n'y avait pas de retour en poursuivant le chemin. C'est un panneau qui d'ailleurs n'est plus là maintenant, il est tombé. Donc il n'y a rien d'autre qui indique que c'est le sommet, à part le fait que on a la vue sur la chaîne de montagne avec en vue Boquete et le chemin qui se poursuit et qui descend ensuite. Sachant d'autant plus qu'elles ont tenté d'utiliser Google Maps, il est donc raisonnable de dire que les filles ont volontairement choisi de continuer au-delà du Mirador et que c'était pas accidentel. Le sentier au-delà du Mirador a des similarités avec le sentier d'avant le Mirador, mais après, on sent quand même la différence. Enfin, surtout à une étape du début, il y a des endroits qu'on ne croise pas de l'autre côté. Si vous regardez sur internet les photos, on voit quand même des canyons avec de grands murs d'à peu près 2 mètres de haut au minimum. En tout cas, c'est des choses qu'on ne croise pas exactement de l'autre côté. Mais globalement, en fait, c'est simplement de la jungle et c'est assez boueux. Même par temps sec, il y a quand même de la boue. Et c'est un peu un changement d'air. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, elles ont continué au-delà du sentier qui dépasse celui d'El Pianista. À 13h54, elles prennent une dernière photo normale, la numéro 508. Il y a une chose à savoir sur le lieu de la photo 508, c'est que le lieu actuel est hors du sentier. Pour la simple et bonne raison que vers 2019, il y a eu un glissement de terrain qui a commencé depuis une pente, pas très loin du sentier au final, et qui s'est déversé dans la rivière, qui a déplacé des roches, creusé le sol et coupé le sentier. Et le lieu de la photo 508 est resté là où il était, mais complètement transformé. Par exemple, sur la photo 508, on voit que derrière le sentier remonte, et sur le lieu actuel maintenant, le sol s'est écroulé. Ça témoigne à quel point un simple glissement de terrain peut profondément modifier le paysage. Quelques minutes avant, le téléphone de Lisanne indiquait une batterie à 41%. Maintenant que vous savez tout ça, on peut déterminer qu'entre 13h54 et 16h39, quelque chose de suffisamment grave s'est produit pour que les filles tentent d'atteindre les services de secours. Une première fois avec le téléphone de Chris et une seconde fois, cette fois-ci, avec le téléphone de Lisanne. À plusieurs reprises, j'ai pu lire que ça perturbait certaines personnes qu'elles aient pas fait de photos pendant aussi longtemps. Et je voulais donner mon avis là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il est vachement controversé. C'est-à-dire que moi, ça me perturbe pas tant que ça qu'elles aient pas fait de photos pendant un certain temps. Parce que je fais pas mal de photos quand je vais en vacances, et je peux très bien faire énormément de photos en un coup, et après j'en fais plus du tout, puis après je vais en refaire 2-3 par-ci par-là. Ça me paraît pas si étrange que ça. Et pour contrebalancer un petit peu mon avis, dans un sens, c'est vrai que en moyenne, elles ont fait une photo toutes les 3 minutes depuis le début
de la randonnée. Donc c'est vrai que c'est quand même étrange, mais peut-être pas autant que ce que Internet veut le faire croire. Après, quoi qu'il en soit, ça reste déjà de 1 à mon avis, donc c'est pas la vérité. Et puis ça reste un point qui reste, quoi qu'il en soit, de la spéculation et dont franchement je pense pas qu'on connaîtra la vérité un jour. Quoi qu'il en soit, ce qui devait arriver arriva et les heures passent mais sans nouvelles tentatives de joindre les services de secours. À 17h52, les téléphones sont éteints simultanément, supposément d'un accord commun dans le but d'économiser les batteries qui sont à 42 et 19%. Le lendemain, à 6h58, Lisanne rallume son téléphone, tente de joindre le 112, en vain, puis le rééteint. Environ 1h20 plus tard, c'est Chris qui tente sa chance, mais le résultat est le même puisque le téléphone n'établit aucune connexion avec le réseau. Il est par la suite rééteint. À peine avant 11h, Lisanne fait la même manœuvre, mais tente non pas seulement de joindre le 112, mais également le 911. Malgré tout, aucun contact n'arrive à aboutir et le téléphone est rééteint jusqu'à 13h50, où elle le rallume pour le rééteindre sans tentative. Même chose à 16h20, mais cette fois-ci, il n'est pas rééteint après, et à 23h47, il affiche une batterie à 6%. Dans la nuit du 6 au 3 avril, aux alentours de 2h30, le Samsung de Lisanne enregistre des activités sous l'application Météo, et possiblement une autre, mais rien n'est certain. À 7h36, alors que son téléphone affiche 1% depuis environ 15 minutes, il est éteint. Donc ça, c'est assez surprenant parce que globalement, dans ce qu'on voit, dans l'utilisation de leur téléphone, il y a une stratégie de réserve de batterie. Donc elles vont faire attention au niveau de batterie qu'elles ont pour faire des appels, pour utiliser leur téléphone en cas d'urgence. Donc c'est assez surprenant que dès le deuxième jour, donc en fin de journée, elles rompent un peu cette stratégie. Alors moi, je vois une possibilité, c'est que à ce moment-là, donc sur la période, on va dire du 1er avril au 3 avril, elles avaient le sentiment que tout n'était pas encore perdu, parce qu'elles pouvaient se permettre en fait d'épuiser la batterie d'un téléphone. Elles pouvaient se permettre, enfin c'était la sortie de leur situation était potentiellement proche. Plus tard dans la matinée, Chris rallume son iPhone à 9h32 et tente de joindre le 911 à 2 reprises. Mais le résultat est le même que lors des tentatives précédentes. Le téléphone est rééteint et il affiche à ce moment-là une batterie à 42%. Vers 16h, alors qu'elle cherche à éteindre son téléphone, elle fait une capture d'écran du contact Mythiam. Probablement une faute de frappe lorsqu'elle a entré le contact de la maman d'accueil, Myriam. Le 3 avril, c'est le dernier jour avec une tentative d'appel au 911. Et à partir du 4 avril, il n'y a plus aucune tentative. Le 4 avril, Lisanne et Chris vont rallumer et rééteindre leur téléphone 4 fois dans la journée. Une seule chose est réellement à notifier, à 5h du matin, le Samsung de Lisanne s'éteint définitivement, ce dernier n'ayant plus de batterie. Il y a juste du 4 au 6 avril où il y a des allumages. Et en particulier, il y a 3 allumages qui sont intéressants. C'est 1, le 5 avril à 13h37 et 2, le 6 avril à 10h26 et à 14h35. Alors comme je le comprends, peut-être que j'interprète mal ces données, mais il y a une absence de code SIM. Mais pour que les téléphones cherchent du réseau, il faut bien que la SIM ait un code qui soit rentré. Là, on a l'air de sortir quand même d'une stratégie où on va chercher du réseau. Et chose à noter, c'est que du 4 au 6 avril, ces allumages, en fait, ils ont lieu entre 10h et 14h à chaque fois, quand on se trouve au milieu de la journée. Et ensuite... Plus rien. Plus aucun enregistrement jusqu'au 11 avril, à 10h51, lorsqu'elle rallume son téléphone, à nouveau sans entrer le code PIN, qui affiche alors 22%. Cette fois-ci, elle ne le rééteint pas et il finit par s'éteindre après 64 minutes. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus eu d'enregistrement, mais pas tout à fait. En réalité, Lisanne a essayé de rallumer son téléphone en vain. On le sait parce qu'il y a des créations de fichiers qui ont été enregistrés et d'après les experts, ça correspond au fait de vouloir rallumer l'appareil alors qu'il n'a plus assez d'énergie pour le faire. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut qu'on revienne à la nuit du 7 au 8 avril 2014. Jusqu'ici, on aurait pu plus ou moins se plier à la piste de l'égarement. Mais une chose va venir faire basculer l'ampleur médiatique de cette affaire.
Une chose dont l'absence a fait se déverser sur Reddit, YouTube et j'en passe les théories les plus farfelues. Je parle bien évidemment de l'absence de la photo 509. Une photo qui reste et restera très probablement à jamais introuvable. Je vous explique. Mais pour ça, faut juste revenir un tout petit peu en arrière dans la vidéo. À 13h54, elles prennent une dernière photo normale, la numéro 508. Enfin, la dernière, rien n'est vraiment sûr. Parce que le fait est que dans la nuit du 7 au 8 avril, une centaine de photos sont prises. Et on va y revenir. Mais la première photo de cette série est la numéro 510. La photo 509 reste introuvable. Mais pas juste introuvable à première vue. Non, il n'y a pas une seule trace de cette photo. Et si c'est si étonnant, c'est parce que normalement, avec des logiciels spécialisés, on peut retrouver une photo qui a été supprimée. Alors, il y a plusieurs éléments qui pourraient expliquer l'absence de la photo 509. On pourrait très bien envisager un défaut de la carte SD, une mauvaise manipulation de la police panaméenne, ou encore l'intervention d'une personne tierce. Il y a soit la possibilité que ce soit Chris ou Lisanne qui ait supprimé la photo, donc pour qu'on ait une situation où la série de chiffres entre la photo 508 et 510 se suivent, il faut qu'elles aient supprimé la photo avant qu'elles prennent les photos de nuit. Donc en supprimant la photo 509 et en prenant les photos de nuit, les données des photos de nuit vont s'écrire par-dessus la photo 509. Donc ça, c'est une explication. Après, il y a une autre explication qui peut être permise par une intervention tierce. C'est que en faisant des manipulations avec la carte SD, en sauvegardant les images sur l'ordinateur et en les ramenant sur la carte SD, il peut y avoir des manipulations donc, qui, soit par erreur ou soit de manière mal intentionnée, effacent la photo 509. Ça permet à la photo 510 de suivre directement la photo 508. Et il y a sûrement aussi d'autres moyens d'arriver à ce résultat. Il y a plusieurs situations où ça pourrait arriver, donc on peut pas dire que soit c'est les filles qui l'ont fait, soit c'est une tierce personne qui l'a fait, parce que ça pourrait très bien être Lisanne qui l'ait fait par erreur ou volontairement. Si elles l'ont supprimé volontairement, pourquoi supprimer cette photo? Et ensuite, si on parle d'une tierce personne, bien sûr, si on est adepte de la thèse criminelle, ça pourrait être une personne mal intentionnée, mais il aurait fallu qu'elle accède aux données après les photos de nuit pour faire de cette manière, ou alors qu'elle ait eu directement accès avant les photos de nuit. Sinon, une autre option avec une personne tierce, ça peut être très bien la police qui ait fait une erreur en utilisant les données, en les copiant et en les déplaçant sur les clés USB, sur les ordinateurs. Un autre fait que je trouve intéressant et que je me suis... qui a popé dans ma tête, c'est que on considère que la dernière série va de la photo 510 à 609. Mais si la photo 509 a bel et bien été supprimée, alors qu'est-ce qui nous dit vraiment avec certitude que la 509 est bien la dernière photo de cette série? Comme je vous l'ai dit, une centaine de photos ont été prises cette nuit-là. Et parmi elles, quelques-unes attirent particulièrement l'attention. Et d'ailleurs, en parlant d'attention, c'est certainement ce que les filles cherchaient à capter. Parce que, outre le fait de prendre une photo, ce qui les intéressait probablement le plus, c'était pas vraiment la photo en elle-même, mais plus le flash qu'elle générait. La plus grande partie des photos est orientée vers le ciel ou en contrebas. Raison pour laquelle le repérage d'un lieu est une théorie qu'on peut assez facilement écarter. En revanche, ce qui va dans ce sens, c'est qu'elles aient toutes été prises au même endroit. Un fait qui vient contredire la théorie de la course-poursuite. Et entre nous, est-ce que c'est vraiment envisageable d'imaginer une course-poursuite de nuit, en pleine jungle, à côté d'une falaise? Oui, parce que certains internautes sont parvenus à reconstituer les lieux grâce aux photos de nuit. Et comme un effet boule de neige, des plans 3D en ont assez facilement découlé. Ce qui me permet de faire la transition vers ceci et vers ça aussi. Mais commençons d'abord par les morceaux de sac en plastique accrochés à cette branche. Plusieurs possibilités concernant l'utilité de l'objet présent sur la photo 550 ont été envisagées. On pourrait imaginer qu'il s'agissait d'un repère pour marquer leur passage ou encore d'un drapeau qu'elles auraient pu agiter. Concernant cette photo, l'explication la plus courante qu'on trouve est celle de refléter
le flash grâce à l'objet au centre des morceaux de papier. Il est aussi dit que les morceaux de papier auraient servi à écrire SOS. Et je suis plutôt d'accord que sur la partie la plus éloignée de la photo, on pourrait reconnaître un S. Mais ça me permet de parler vite fait de quelque chose de central dans cette affaire, le biais de confirmation. En psychologie, le biais de confirmation, c'est le fait de confirmer l'hypothèse qu'on pense personnellement être la bonne par l'interprétation, voire la surinterprétation de certains nouveaux éléments mis à disposition. Le cerveau n'aime pas les incohérences et les zones d'ombre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est préférable de contredire l'hypothèse qu'on pense être la bonne, plutôt que de chercher à tout prix à la confirmer. Mais enfin bref. Sur cette photo, moi ce qui m'interpelle, c'est la lanière du sac à dos. Parce que, alors attention, là on revient de nouveau à un de mes questionnements, d'accord ? Mais je trouve ça intéressant de se poser des questions concernant l'appartenance de cette lanière. Imaginons que ce soit bel et bien leur sac. Alors c'est quand même intéressant de savoir qu'elles avaient toujours leur sac à ce moment-là. Mais si il s'agit pas de leur sac, à qui est-ce qu'il appartient ? Et puis vous verrez, ça sera d'autant plus pertinent quand on va aborder les différentes hypothèses. Alors, qu'on soit bien d'accord, le fait qu'il s'agisse pas de leur sac, c'est vraiment peu probable. Surtout qu'il me semble avoir vu passer un article qui compare un plan que Lisanne a dans les mains sur une des photos de vacances qui date de avant le sentier, et il me semble qu'il y a des éléments qui se retrouvent dans les papiers qui sont au sol. Donc c'est certainement quand même leur sac. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on sait tout ça, on peut presque affirmer qu'elles ont cherché à attirer l'attention cette nuit-là. Presque parce qu'il reste une possibilité dont on n'a pas encore parlé, la mise en scène. Et au risque d'en décevoir certains, c'est presque tout ce que j'ai à vous donner concernant cette hypothèse. Il n'y a pas vraiment d'éléments pouvant la confirmer ou à l'inverse la contredire. La seule chose dont on est certain, c'est que Chris était présente cette nuit-là. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il reste une photo qu'on n'a pas encore abordée, la photo numéro 580. Sur ce cliché, on peut voir la chevelure rousse de Chris dont la tête n'est pas posée sur le sol puisque les cheveux sont libres et que le flash ne reflète pas sur une surface terreuse ou rocheuse. Elle est donc certainement debout ou accroupie sur cette photo qui est supposément prise de derrière. Car selon les personnes qui l'ont analysée, l'implantation des cheveux ne descendrait pas aussi bas si ce n'était pas l'arrière du crâne. D'ailleurs, toujours concernant ces cheveux, une chose qui a intrigué, c'est la propreté de ces derniers après avoir passé une semaine dans la jungle. Mais in fine, il faudrait savoir si ses cheveux graissaient vite, si elle avait gardé le chignon qu'elle a sur la photo 507, s'il avait plu les jours précédents, etc., etc. C'est tout autant de paramètres qui rentrent en compte que de possibilités pouvant expliquer la prise de cette photo. En revanche, l'explication la plus probable, c'est que Lisanne ait voulu vérifier que Chris n'avait rien dans les cheveux ou qu'elle ne s'était pas blessée. Un autre composant de cette photo qui a intrigué, c'est cette partie-là. La partie où il semblerait qu'on puisse distinguer un visage. Avec les yeux ici, la bouche, puis le nez. Et puis, je suis plutôt d'accord. Ok, on peut vite fait distinguer un visage. Mais c'est un peu le même phénomène si je vous dis que sur cette photo, on dirait que le bonhomme gravé dans la roche avance à contrevent. Des exemples de pareidolie comme ça, il y en a des centaines. Puis finalement, de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Premièrement, que les téléphones n'ont jamais été utilisés en fin de journée et les tentatives d'appel ont pour la plupart été réalisées avant le lever du soleil, qui avait lieu vers 6h15. Des tentatives qui n'aboutiront à aucun moment puisqu'elles ne retrouveront pas de réseau. Un fait important puisque ça signifie qu'elles n'ont jamais atteint à nouveau le Mirador, où il y a justement du réseau. Alors bien sûr qu'à certains endroits où il y a du réseau, c'est possible d'envoyer un message, mais globalement ça reste quand même plutôt rare. De plus, un élément joue en leur défaveur, souvenez-vous, le jour où les filles sont officiellement déclarées disparues, un important tremblement de terre est en cause des appels à répétition vers les services de secours, ce qui donne lieu à une saturation des lignes. Ce qu'on a globalement, c'est donc les photos de jour. Donc c'est des photos, on va dire, normales, où elles sont heureuses. Il y a bien sûr la photo 509 qui a disparu. Et après, on a les photos de nuit qui commencent à partir de la photo 510. Là, sur ces photos, globalement, sur la plupart, on voit rien du tout. Si on les éclaircit, on peut discerner des arbres. Et sur quelques photos, on a des roches qui aident quand même à distinguer un endroit, mais sans vraiment permettre de dire quel endroit exact c'est. Parce qu'il y a encore des débats là-dessus, parce que est-ce que c'est au bord d'une falaise ? Est-ce qu'on est en haut d'une cascade ? Est-ce que juste on est en bordure d'un mur ?
Enfin, il y a certaines personnes qui pensent que la photo est orientée vers le haut, que c'est un mur. Moi personnellement, c'est pas mon opinion. Moi, je pense que c'est une plateforme un peu en hauteur, donc ça peut correspondre soit à une cascade, soit à un énorme rocher, soit simplement à une plateforme sur le bord d'une rivière. Puis enfin, un élément qui n'est pas des moindres, les filles n'ont à aucun moment tenté de téléphoner à leurs proches. Encore plus marquant, aucun message ne sera retrouvé. Les premiers jours, les filles ont tenté de joindre les secours à 2 reprises. Une interrogation, une de plus, vient se rajouter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les filles n'insistent pas plus ? Quel événement aurait nécessité un appel aux urgences sans une frénésie faisant penser à quelque chose de vital ? Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce que contenait le sac et des informations qu'on a pu en extraire, je vais vous poser une énième question. Est-ce que c'est normal de retrouver un sac quasiment 2 mois après la disparition, qui n'a pas pourri, et dans lequel les appareils électroniques sont toujours fonctionnels ? Alors, je vais nuancer un petit peu, parce que, en tout cas en ce qui concerne l'appareil photo, il a quand même dû être démonté pour qu'on puisse en extraire des données. Mais globalement, ça reste quand même assez étrange. Et c'est une des raisons qui fait que c'est intéressant de se demander si le sac n'a pas été retrouvé plus tôt. Puis il aurait été rendu à la police panaméenne lorsque la récompense de 30 000 $ a été annoncée par les familles pour tout élément pouvant aider l'enquête. En ce 6e mois de l'année, un autre élément fait surface, le short de Chris, retrouvé non loin du lieu de la découverte du sac à dos par Feliciano. Pendant longtemps, on a cru que lors de sa découverte, le short était plié. En vérité, il semblerait plus que ce dernier ait été retrouvé sur un arbre mort proche d'une cascade, après avoir été emporté par le courant des eaux. Le short présente une grande déchirure à l'arrière, quelques petits trous et des traces de terre. Des détériorations qui n'étaient pas présentes sur les clichés du 1er avril. Le short est envoyé pour analyse, mais rien n'est trouvé. Il ne présente pas de fluide corporel pouvant indiquer une piste plus qu'une autre. Toujours au mois de juin, Feliciano fait une nouvelle découverte, un élément qui vient bouleverser l'espoir de retrouver les filles en vie, des ossements. Des ossements dont l'appartenance est confirmée par des tests ADN réalisés le 19 juin 2014. La cause du décès n'est pas connue, mais quelle qu'elle soit, les filles sont déclarées mortes en août 2014 par le ministère public. La thèse de l'accident est retenue, la procureure en charge de l'affaire n'ayant pas considéré d'éléments probants à la piste criminelle. En revanche, Octavio Calderón, un criminologue, ainsi que Enrique Arrocha, l'avocat de la famille Kremers, restent persuadés que les filles ont été assassinées. Le 19 septembre 2014, le rapport d'autopsie est rendu. Du côté de Lisanne, on retrouvera le pied gauche, toujours dans sa chaussure lacée, ainsi que le tibia et le fémur gauche. Ce qui fait un total de 30 os sur les 206 que constitue le corps humain. Alors, sur les os de Lisanne, il y a des traces de racines sur l'épiphyse distale. Alors, tout simplement, comme dans le nom, c'est dû aux racines qui poussent dans le sol. Et quand elles poussent, elles produisent de l'acidité. Et donc, cette acidité, elle a tendance à laisser des traces, à creuser des traces sur les os. Donc ça indique que les os ont passé un certain temps dans la végétation, dans la jungle, avant d'être découverts. Parce qu'il y a eu le temps, il y a eu assez de temps pour que les racines poussent et abîment les os. Le rapport mentionne également une périostite. Et vous vous souvenez avant, quand je vous ai parlé du fait qu'elle s'était déjà blessée à la jambe, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, ça pourrait expliquer la présence de cette périostite. Une périostite, c'est une inflammation de la membrane qui entoure l'os. Très souvent, ça touche le tibia et ça fait suite à un surmenage mécanique répété. C'est d'ailleurs une pathologie musculo-squelettique qu'il n'est pas rare de retrouver chez les sportifs. Pour Chris, le nombre d'os est encore moins conséquent puisqu'on en retrouve seulement 2. Une côte droite qui ne comporte aucune marque et le pelvis gauche qui lui cependant laisse apparaître les mêmes traces de racines ainsi que celles de rongeurs et de carnivores. Mais sinon globalement ils étaient secs, enfin ils étaient sans chair, blancs. Enfin déjà certains sont très blancs, ça peut s'expliquer par l'exposition au soleil qui ont blanchi et nettoyé les os. Les fleuves, enfin les rivières et les fleuves sont ouverts quand même, globalement sont ouverts au ciel. Donc il y a beaucoup de lumière du soleil qui tape sur les bords de rivière, donc sur les ossements. Donc
ça me paraît pas étonnant. Plus le fait que la décomposition dans cet environnement est très rapide. Il faut préciser que les ossements ont commencé à être découverts à peu près 2 mois après. 2 mois dans cette zone, c'est largement suffisant pour que les corps se décomposent. Par exemple, au début d'une expédition, j'avais vu une vache qui se cachait dans la végétation. Et 3 semaines plus tard, je suis repassé devant et c'était plus qu'un tas d'os. Et on m'a dit, un indigène m'a dit qu'au bout de 3 jours, c'était déjà un tas d'os, cette vache. Donc dès les premiers jours du décès, on arrive à un état de décomposition assez avancé. Et donc en 2 mois, il y a suffisamment de temps pour que les os soient exposés à la végétation et qu'il y ait des traces qui apparaissent. C'est extrêmement rapide. Il y a l'humidité, il y a les insectes, il y a aussi, on va dire, les prédateurs, le sol, les prédateurs. De tous les os, aucun ne présente de traces de traumatisme, de démembrement ou d'objets contendants. Ça, c'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, en discutant avec Romain, j'ai appris qu'ils avaient bel et bien retrouvé des traces de traumatisme puisque les métatarses de Lisanne sont fracturés. Alors le pied, il a été retrouvé dans sa chaussure, dans une chaussette, avec de la chair. Bon, après, c'était un pied. Enfin, comme le pied était isolé, ça me paraît pas étonnant que la chair ait été conservée. Et bon, ça, j'ai pas accès à ce dossier spécifique de l'autopsie. C'est un dossier qui semble rester aux Pays-Bas. Ça, c'est les auteurs de Lost in Panama, si je me trompe pas. Donc, Jürgen Snoren et Maria West, qui ont écrit ce livre. Eux, ils signalent qu'il y a eu, peut-être je me trompe sur le nombre de fractures, mais je crois bien qu'il y a 3 fractures des métatarses. Malgré tout, le pied ne protège pas d'organes vitaux comme le thorax ou le crâne. Ce qui fait que ça reste compliqué de déterminer une cause de décès. Dans ces articles, Romain soulève un point que je trouve intéressant. Ce jour-là, les os des filles ne sont pas les seuls à être retrouvés. Certains des os sont envoyés en analyse au même endroit, et parmi eux se trouve un péroné d'un enfant de 0 à 3 ans. Et là, il faut que je vous explique quelque chose que peut-être vous savez déjà, mais durant l'enfance, l'os est doté de ce que l'on appelle le cartilage de conjugaison afin de permettre la croissance. En radiologie, on l'observe hyper facilement parce que c'est la partie qui est traversée par les rayons. Donc c'est la partie qui semble séparer les 2 morceaux d'os. En médecine légale, en revanche, j'ai pas d'expertise, donc je peux pas juger de si c'est facile ou pas à analyser. Mais j'ai ma petite idée. Quoi qu'il en soit, vous me voyez venir, l'os ne présente pas cette caractéristique typique d'un enfant de 0 à 3 ans. En plus, il s'agirait d'un radius et non d'un péroné. En réalité, cet os pourrait appartenir à une personne atteinte de nanisme ou à un singe, mais pas à un enfant. Une erreur qui, comme le dit Romain, paraît grossière et permet de pointer du doigt le professionnalisme avec lequel les médecins légistes ont travaillé sur les os de Chris et Lisanne. Le 30 octobre 2014, l'avocat de la famille Kremers, Enrique Arocha, dépose plusieurs recours à l'encontre de la procureure. La raison, cette dernière a refusé de nombreuses procédures judiciaires comme celle de nouveaux tests ADN sur les téléphones ou de nouvelles recherches de fluides biologiques sur les vêtements. D'ailleurs, en parlant de ça, vous vous souvenez avant, quand je vous ai dit que les analyses ADN sur le sac et les affaires qu'il contenait s'étaient avérées nulles? Eh ben, ils finiront tout de même par être réanalysés. Sur le sac, le profil ADN de 2 femmes ainsi que ceux de 2 ou 3 inconnus, dont au moins un homme, sont finalement trouvés. On retrouve également de l'ADN sur les 2 soutiens-gorge des filles, mais il s'agit en réalité de la contamination d'un scientifique néerlandais. L'ADN des filles ne correspond à aucun d'entre eux et les bases de données des autorités ne présentent pas de correspondance. Il n'est pas fait mention de téléphone, mais on sait qu'aucune trace ADN n'est retrouvée sur l'appareil photo. En revanche, on y retrouvera plusieurs empreintes digitales. En effet, sur l'iPhone, le Samsung et l'appareil photo, ainsi que les 3 batteries de ces appareils, on en recense au total une dizaine. La carte mémoire de l'appareil photo ainsi que les cartes SIM, elles, ne dévoilent rien du tout. Les dernières investigations sont réalisées du 13 au 16 janvier 2015 par les enquêteurs ainsi que les autorités panaméennes. Le but est d'être certain de ne pas avoir laissé passer quelque chose avant de pouvoir clôturer le dossier. Mais ils ne trouvent rien du tout et le dossier finit par être classé.
La version officielle reste celle de l'accident. Les filles se seraient perdues et auraient fait une chute mortelle du haut d'une falaise après plusieurs jours. Une version qui ne fait pas vraiment l'unanimité et qui ne répond pas aux zones d'ombre dont Internet n'a pas tardé de s'emparer. Une des personnes qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du public, c'est Feliciano. Et je pense qu'il est nécessaire de prendre quelques minutes pour parler de lui étant donné le nombre de fois où son nom revient dans la quantité importante d'informations qu'on trouve aujourd'hui à ce sujet. Depuis le début, j'ai fait le choix de pas trop vous en parler pour que ceux qui connaissent pas l'affaire aient le temps de se faire leur propre avis. Mais Feliciano est un guide plutôt controversé, et son implication dans ce dossier est assez grande. Il est donc raisonnable de s'interroger sur ses réelles intentions. C'est un guide qui n'est pas certifié, qui n'a pas de diplôme, mais dont le travail est efficace selon la plupart des avis TripAdvisor, tout du moins à l'époque. Cependant, sa réputation est entachée par le comportement inapproprié qu'il a avec les femmes seules. Des remarques sur le physique, un comportement trop tactile et dragueur. Une réputation qui vient s'alourdir avec celle de son fils adoptif, Henri, qui ferait apparemment partie de petits gangs. Quoi qu'il en soit, comme on l'a vu dans l'affaire sur les lettres piégées à l'anthrax de 2001, une personne que tout incrimine n'est pas nécessairement le fautif. C'est pourquoi, comme l'écrit Romain, Feliciano est tout au plus une personne d'intérêt. De nombreux avis vantent ses qualités humaines, et rappelons-le, il a été le premier à réagir lors de la disparition des filles. Certaines personnes aiment à rappeler qu'il possède une ferme dans la jungle, mais ce n'est pas le seul. On pourrait prendre l'exemple de Laureano Berrerano, qui lui aussi est guide, qui lui aussi a participé aux recherches, et qui lui aussi a une ferme dans la jungle. Lisanne et Chris ont atteint le Mirador après avoir été déposés 2 heures auparavant, soit par un taxi, soit par un bus. Nous savons qu'elles prennent la décision de poursuivre sur le chemin lorsque la photo numéro 504 est réalisée sur un terrain se situant après le Mirador. À ce moment-là, il est alors 13h54. Si les filles avaient fait demi-tour à cet instant, alors elles devraient retrouver Boquete environ 3 heures plus tard, c'est-à-dire aux alentours de 17h. Une décision qu'on peut juger raisonnable quand on sait que le soleil commence à se coucher vers 18h et qu'à 19h il fait nuit noire. Mais les filles ne semblent pas de cet avis, dans cette hypothèse tout du moins, puisqu'elles continuent de marcher à l'opposé de là où elles viennent. Malheureusement, le temps passe et elles se rendent rapidement compte qu'elles n'arriveront pas à terminer la randonnée avant la tombée de la nuit. Elles prennent alors la décision qui leur sera fatale, couper à travers la jungle en espérant retrouver en amont le sentier de randonnée. Un raisonnement qu'il faut avoir quand on dit que les filles se sont perdues dans la végétation. Parce que si les filles ont décidé de couper à travers la végétation pour revenir à la ville, il faut quand même que ça soit logique. Et quand les gens se perdent en coupant à travers la végétation pour prendre un raccourci, il faut que l'environnement y laisse penser. Parce que par exemple, si la sortie est du même côté de la montagne sur lequel tu te trouves, ça peut être logique justement de sortir du sentier et de couper à travers la végétation pour quitter la zone et rejoindre plus rapidement la route ou la ville. Là, dans leur cas, ça marche pas trop parce que elles étaient de l'autre côté de la montagne. Donc pour elles, il faudrait couper à travers la végétation, monter, redescendre. Ça serait trop compliqué, ça ferait pas sens. C'est beaucoup plus simple de suivre le sentier pour remonter. Donc ça fait pas sens de couper pour trouver un raccourci. Ensuite, la végétation, si on connaît pas, ça fait peur. En jungle, la portée de la vision, elle est très limitée. Bon, la différence, c'est que autour de Boquete en montagne, c'est qu'on a l'inclinaison de la montagne qui nous permet de nous orienter. Donc il y a quand même cet élément-là qu'on n'a pas dans des jungles qui sont plates. Tout ça pour dire que c'est pas un endroit où on aurait envie de s'aventurer. Bien sûr, il y en a certains qui font le pas et qui se perdent. Je me souviens, on m'avait parlé d'un couple qui s'était perdu sur le sentier, alors de mémoire, je crois le sentier des Trois Cascades. Et ils avaient voulu prendre un raccourci, donc descendre, ils ont coupé à travers la végétation, ils se sont perdus. Bon, ils ont été retrouvés rapidement, mais c'est très différent de la situation de Chris et Lisanne. Pour elles, les incitations, elles étaient beaucoup plus à suivre le sentier. Donc
bon, visiblement il s'est passé quelque chose, donc elles sont allées dans le sentier. Donc ça me paraît peu probable qu'elles aient croisé personne. Donc soit elles ont communiqué avec, elles ont peut-être mal compris des indications, ou bon, bien sûr quelque chose a peut-être pu se passer, elles ont très bien pu avoir peur de quelqu'un et vouloir s'échapper par les rivières ou par les végétations. Se rendant compte de leur erreur, incapables de retrouver le chemin qu'elles ont parcouru et voyant l'heure défiler plus vite qu'elles ne le souhaiteraient, elles tentent alors de joindre les secours, en vain. Dans la nuit du 7 au 8 avril 2014, Lisanne et Chris entendent un hélicoptère voler. Elles tentent alors d'attirer son attention, mais malheureusement, elles restent invisibles. Les filles finiront par décéder le long d'un fleuve, et la montée des eaux fera le reste, puisqu'elle emportera les os, ainsi que le short de Chris qui finiront par être retrouvés. À partir de cette piste, on peut aussi évoquer le scénario de la chute, puisqu'il est presque identique. Les filles ont chuté d'une falaise et n'ont pas réussi à remonter ou retrouver leur chemin. Dans cette même hypothèse, on pourrait aussi partir du principe que l'une des deux, ou même les deux, se seraient blessées. Pour vous démontrer la quantité de possibilités, on pourrait même joindre les deux hypothèses que l'on vient de voir, en imaginant qu'elles aient commencé par vouloir couper à travers la jungle et auraient fini par se blesser. Maintenant, imaginons qu'après la dernière photo, les filles aient pris la décision de faire demi-tour. Puis que sur le chemin, elles aient croisé un groupe de jeunes, un homme, une femme, habitants ou non d'El Pianista ou de Boquete, indigènes ou non. Le profil de ou des individus ayant croisé leur route à ce moment-là peut être très varié. Pour la suite des hypothèses, je parlerai d'une personne au masculin parce que c'est beaucoup plus simple. Je précise que j'utilise le masculin parce que oralement, c'est plus facile de distinguer le « elle » pour les filles et le « il » pour le ou les agresseurs. Mais gardez en tête que tout du long, ça aurait très bien pu être une ou plusieurs personnes, ou bien une femme qui les ait abordées dès le début. Les filles sympathisent alors avec lui et ce dernier leur propose un raccourci non loin. Elles décident alors de lui faire confiance et le suivent. Il parvient à les retenir, leur répétant d'un air assuré qu'elles ont suffisamment de temps pour retourner à Boquete. Dans ce laps de temps, la photo 509 est prise avec cette nouvelle rencontre qui s'avère être plutôt amicale. Voyant qu'il se fait de plus en plus tard, l'individu leur propose alors de dormir chez lui. Mais les filles sentent bien que quelque chose ne va pas, que l'atmosphère devient pesante. Elles tentent alors d'appeler les secours, mais les appels n'aboutissent pas. En revanche, elles attirent l'attention d'une autre personne, leur ravisseur. Comprenant ce qu'elles ont tenté de faire, il leur confisque les téléphones et les oblige à lui donner les codes pour les éteindre par souci de discrétion. Une autre option serait qu'elles aient gardé leur téléphone et que l'agresseur n'ait pas pensé à les dérober, mais que paradoxalement pour la même raison, c'est-à-dire la discrétion, elle les ait éteints. Est-ce que les appels seraient des faux ? Ça me paraît vraiment improbable. Ça me paraît improbable que quelqu'un fasse l'effort de faire de faux appels. Enfin, tout est possible, mais enfin, si on parle de ce qui est le plus probable, c'est que s'il y a quelque chose de criminel, c'est que la personne prenne possession des moyens technologiques des victimes, et soit les casse, soit les garde pour lui. Mais aller jusqu'à faire de faux appels, le local saurait que les appels n'aboutiraient pas. Donc la personne prendrait aucun risque, mais pourquoi ? Parce que surtout, il faudrait que la personne se dise « Ah, la police va regarder dans les données téléphoniques et voir que les gens ont fait des tentatives d'appel. » Ça veut dire que la personne anticiperait que les affaires soient découvertes. Là, il y aura un niveau de préméditation quand même et un niveau de connaissance. Pour moi, c'est les filles qui ont fait ces appels. Rajoutez à cela que le numéro des urgences au Panama est le 911 et non le 112, la probabilité pour que l'agresseur soit allé jusque dans le détail de se tromper de numéro d'urgence est envisageable, mais qu'on se le dise, elle est quand même beaucoup moins probable que les possibilités qu'on a déjà évoquées. Chris et Lisanne sont ensuite amenés dans un lieu où elles sont maintenues en captivité et où leurs affaires leur sont subtilisées. La photo est rapidement supprimée par un moyen qu'on a déjà abordé, et on peut facilement imaginer que sous la menace d'un objet contendant ou bien d'une arme, les filles coopèrent. Les jours suivants, il les surveille et profite du temps libre qu'il a pour réaliser des appels au secours afin de renforcer la piste de la chute ou de l'accident. On pourrait aussi envisager que plusieurs personnes se relaient pour garder un œil sur les filles et qu'une de ces personnes soit en charge des appels, ce qui pourrait expliquer la régularité dans l'horaire de ces derniers. Romain parle également dans ses articles de l'hypothèse qu'elles aient été droguées, précisant que les possibilités sont multiples.
Une autre éventualité concernant la régularité des appels demeure dans l'exact opposé de celle qu'on vient de citer. Si on considère que les filles avaient leur téléphone, alors peut-être que les horaires sont ceux où justement elles n'étaient pas surveillées. Dans le même temps à Boquete, la disparition prend une toute autre ampleur. Craignant d'être inquiété pour quoi que ce soit, l'agresseur se met alors à réfléchir à une solution pour se débarrasser des filles. Il pense certainement à les tuer, mais ce qui pour l'instant n'est qu'une affaire de disparition se transformerait assez rapidement en affaire criminelle pour homicide volontaire. Peut-être que l'idée de les laisser partir lui traverse l'esprit, mais relâcher ses victimes proches d'un chemin qu'elles connaissent en reviendrait au même que de signer des aveux. Alors il réfléchit encore un instant, puis regarde autour de lui. Une végétation dense à perte de vue, celle d'une jungle dans laquelle on ne s'aventure pas lorsqu'on ne la connaît pas. Sa solution est toute trouvée, puisqu'il ne peut pas les tuer lui, alors la jungle le fera à sa place. 5 ou 6 jours après le début de leur captivité, les filles sont alors amenées plus loin dans la jungle afin d'être relâchées. Désorientées, peut-être affamées et déshydratées, elles avancent mais ne retrouvent jamais leur chemin et finissent par décéder. Les corps se décomposent, effaçant toute trace de potentielle agression. Les éléments retrouvés ne sont pas jugés suffisants et le dossier est clôturé comme étant un simple cas d'accident. On peut aussi partir du principe que les filles ont réussi à s'échapper avec leurs affaires, d'où le fait que le sac soit potentiellement présent sur une photo soit intéressant, et que par malchance elles se soient tout de même perdues en ne retrouvant jamais le chemin del pianista, et ou en voulant échapper à leur ravisseur. Par la suite, il retrouve le sac des filles, le garde et le redépose plus tard lorsqu'il se rend compte que soit ça l'incrimine trop, soit qu'il pourrait gagner de l'argent en le rendant. Vis-à-vis de l'hypothèse de l'égarement ou de l'accident, il y a des éléments en faveur quand même. D'abord les données téléphoniques. On est quand même sur une situation qui montre un état d'urgence et une capacité à contacter les urgences. Enfin, quand je dis une capacité à contacter, je veux dire par là le fait qu'elles étaient maîtres de leurs propres moyens. Elles avaient aussi leur appareil photo. Elles étaient seules sur le sentier, enfin en tout cas avant la photo 509. Les éléments qui ont été retrouvés, donc les ossements le long du fleuve, le sac à dos le long du fleuve, tout ça, c'est largement en faveur d'une hypothèse d'un accident ou d'un égarement. Parce que si ça avait été criminel, déjà avec quelqu'un qui est kidnappé ou agressé, c'est que on lui prend ses affaires pour éviter que la personne contacte les autorités. Après, bien sûr, est-ce que la personne aurait été en confiance pour dire qu'il n'y a pas de réseau, on va pas prendre le téléphone, ça me paraît improbable. Donc c'est ça c'est un élément qui est en défaveur de la thèse criminelle. Enfin voilà, parce que là si on part sur du criminel pur et dur, comme avec de la préméditation, il y a beaucoup de circonstances qui sont très peu probables. Et donc si on les cumule, on arrive à des probabilités minimales. Après, moi ce qui me pose problème, c'est le début. C'est pourquoi les filles sont parties du sentier. C'est ça qui fait pas tellement sens. Pourquoi personne n'a dit les avoir vues de l'autre côté de la montagne, surtout à un horaire où elles devaient croiser des gens. Enfin, le sentier est simple à suivre. J'ai parcouru toute la zone, c'est pas des zones faciles à traverser. C'est pourquoi elles seraient sorties. Et il y a des gens, il y a des touristes qui s'y aventurent pourtant de temps en temps. Mais ils finissent toujours par croiser quelqu'un qui, soit, s'ils sont vraiment loin. Alors c'est déjà arrivé parce que je connais un indigène qui a une ferme dans la région. Il a déjà croisé par exemple, je crois, un Français et qui s'aventure comme ça sans être bien préparé, et il l'a accueilli dans sa ferme. Et souvent c'est ça ce qui se passe, c'est que quelqu'un croise un étranger sur le sentier et voit à peu près la situation et aide la personne. Donc c'est pas normal. C'est étonnant quand même ce qui est arrivé à Chris Ellison. J'ai du mal à expliquer l'affaire en simplement choisissant une thèse. Je pense qu'il y a des deux qui se mélangent. Je pense qu'il y a peut-être qu'ils ont dû rencontrer une menace et qui les a poussés à s'éloigner du sentier et là avoir un accident. Bien sûr, surtout près du sommet, t'as des pentes, mais t'as pas de pente qui t'empêche de remonter. Et surtout là où elles ont pris leur dernière photo normale,
Elles avaient donc déjà bien avancé. Après ça, il n'y a plus vraiment de danger. Une chute qui les aurait empêchées de remonter, ça me paraît impossible. Même si l'une se blesse, il y a l'autre pour l'aider. Et une remontée est faisable. Donc il y a clairement eu quand même un choix qui a été fait. C'était de ne pas retourner au sentier. C'était de soit rester où elles étaient, soit de s'enfoncer encore plus loin. Pourquoi ce choix ? Surtout que elles avaient, la topographie fait que on sait où se trouve le sentier. Il faut remonter en fait. Il faut simplement remonter la pente. Et on y est. Il est aussi envisageable qu'à la base de tout ça, avant de faire la rencontre qui a changé drastiquement le cours de l'histoire, une des deux filles se soit blessée et que cette personne justement soit arrivée en s'inquiétant pour les filles, se montrant plutôt rassurante. Ou encore que voyant qu'elles étaient en danger avec cet individu, les filles aient pris la décision de s'échapper rapidement dans la jungle, ne retrouvant jamais leur chemin. Est-ce qu'un jour on pourra connaître la vérité sur cette affaire ? C'est possible. C'est possible. C'est pas les chances sont faibles, mais je pense que ça reste possible. Ça dépend de ce qui reste à découvrir. Par exemple, si c'est purement accidentel et qu'il y a eu par exemple, soit que ce soit aventuré d'elles-mêmes hors sentier ou qu'elles étaient mal indiquées ou effrayées par quelqu'un, s'il n'y a pas d'éléments laissés derrière par Chris et Lisanne, ça sera impossible à résoudre. Mais si une intervention hostile sur le sentier, il se peut que, la seule solution, ce serait que la personne fasse une erreur, prenne peur du fait qu'il y ait des enquêtes encore là-dessus, ou vienne d'elle-même avouer. Sinon, il n'y a aucun moyen. En fait, il faudrait soit des éléments qui ressortent, qui étaient laissés derrière dans la jungle, ou soit que si, là uniquement, s'il y a eu un aspect criminel, que la personne vienne d'elle-même le dire. C'est les seuls moyens. Sinon, au nord, il y a un barrage, et s'il y a des eaux qui restent, il y a de fortes chances qu'ils soient au fond du barrage. Donc pour les retrouver, c'est très compliqué. Après, en dehors de la rivière, c'est possible qu'il y en ait, mais déjà, c'est possible qu'ils soient enterrés sous terre, mais surtout depuis le temps, 12 ans. Mais voilà, c'est possible, je dirais, mais improbable. C'est déjà les zones, les distances sont longues et c'est une aiguille dans une botte de foin. Et moi, en parcourant, j'ai parcouru une grosse majorité des rivières et jamais j'ai vu un os. Surtout qu'un os, au fil du temps, selon où il se trouve, il peut très bien ressembler à un morceau de bois ou simplement échapper au regard. Du fait de sa taille, Cette affaire est un nid à spéculation et à contradiction. Une affaire qui, avant de porter le nom de deux femmes dont l'existence a brutalement été mise en pause, était une simple randonnée comme des milliers de personnes en font chaque jour. Peut-être que la photo 509 est un bug, peut-être que faute à pas de chance, ce qui construit le mystère de cette affaire n'est autre qu'un simple problème de mémoire sur une carte SD défectueuse. Mais outre les faits, il y a ces interrogations qui planent. Et si leur bénévolat n'avait pas été annulé ? Et si elles n'avaient pas continué au-delà du Mirador ? Et si leur absence avait été remarquée plus tôt ? Des et si, il y en a un nombre incalculable. Mais avec des et si, aujourd'hui, Chris aurait 33 ans et Lisanne en aurait 34. Il y a des croyances qui sont nées de la disparition des Néerlandaises. Par exemple, il y a des gens qui sont des fermiers ou des personnes de communautés indigènes qui sont effrayés d'aller dans la rivière, dans le fleuve le soir, par peur que les Néerlandaises apparaissent et crient. Et il y a beaucoup de divisions là-dessus. Il y a ceux qui pensent qu'elles se sont perdues, d'autres qui pensent qu'elles ont été victimes d'un acte criminel. Et donc il y a ça, et ça c'est vraiment un événement unique qui a eu lieu dans cet endroit. Il n'y a rien eu de tel avant et après. Et ça a quand même laissé une trace indélébile dans les esprits. On est sur un changement d'ambiance assez radical, je vous l'accorde. Désolée. Non mais j'ai pas filmé l'outro là où j'étais, donc du coup je vous la fais maintenant. J'ai pas grand chose à dire, hein. Déjà que la vidéo était très longue, je vais pas faire une outro très très longue parce que sinon... Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo évidemment, parce que ça soutient, ça fait plaisir. Si vous avez vraiment kiffé, abonnez-vous, comme ça vous loupez
vous loupez pas les prochaines. Les prochaines seront un peu moins conséquentes parce que là, ça fait depuis février que je suis dessus. Et si je vous sors que des vidéos comme ça, bah je sors 2 vidéos par an quoi. Donc bon. Non mais par contre j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, elle était vraiment cool à faire. J'espère qu'elle est vraiment cool à regarder aussi parce que... Et puis sinon, voilà, prenez soin de vous. Faites attention à vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances, si vous en avez. Si vous en avez eu, j'espère qu'elles étaient bien. Et si vous partez, j'espère que ça se passera bien. Bref, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Bye.